L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle, présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïk FM. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Alliance des savoirs, l'émission d'actualité de l'Alliance israélite universelle. Je suis, comme tous les 15 jours, en compagnie de Sandra Jérusalemi. Bonjour Sandra. Bonjour Ariel. Vous êtes coordinatrice de l'enseignement supérieur à l'Alliance israélite universelle et ensemble, nous allons évoquer l'actualité de l'Alliance en ce début du mois de juillet. Alors, nous avons deux invités exceptionnels que nous sommes très heureux d'accueillir ce dimanche. Tout d'abord, Aline Borgel. Bonjour Aline. Bonjour Ariel. Bonjour Sandra. Vous êtes directrice du groupe scolaire Alliance Rachi qui se trouve à Paris dans le 17e arrondissement. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons avec vous de l'actualité récente de l'établissement et des nombreux projets que vous avez pour l'année prochaine. Et puis, nous avons l'immense honneur et plaisir d'accueillir le professeur Meir Baracher. Bonjour, professeur Baracher. Bonjour, Ariel. Bienvenue en direct de Jérusalem. Vous êtes avec nous. Et ensemble, dans cette première partie, nous allons évoquer un programme que nous avons conçu avec Sandra Jérusalemi, que nous avons appelé Alliance estivale judaïsme séfarade. L'occasion, puisque nous sommes quand même encore un peu limités dans nos déplacements, d'organiser une série de cours et d'interventions sur les différents judaïsmes séfarades. Nous en dirons un peu plus à la fin de cette partie. Mais professeur Baracher, vous avez accepté d'être l'un des intervenants de ce cycle en parlant de votre récent livre qui a été publié chez Albin Michel, Les Juifs dans le Coran. Meir Baracher, vous êtes un spécialiste de l'islam, un spécialiste plus exactement de l'islam chiite également, et puis surtout des relations entre judaïsme et islam, et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Vous êtes professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, et à défaut de pouvoir vous faire venir à Paris comme nous l'aurions souhaité il y a quelques mois, nous aurons le plaisir de vous accueillir pour une manifestation sur Zoom au cours du mois de juillet pour encore une fois parler de votre récent livre « Les Juifs dans le Coran ». Et donc, ma première question sera simplement de savoir pourquoi vous avez voulu traiter de ce sujet, un sujet qui peut des fois être très mal utilisé par toutes sortes d'extrémismes. Donc, je pense ne pas me tromper en disant que vous avez fait une véritable étude scientifique des textes du Coran, des commentaires du Coran, pour en montrer à la fois les ombres et les lumières et montrer que le sujet est beaucoup plus complexe qu'il ne pourrait y paraître. Oui, c'est vrai, mais à vrai dire, je ne voulais pas écrire ce livre. Ce livre a été demandé par Albin Michel, justement par le professeur Mireille Hadas-Lebel, qui a fait tout effort que je fais ce livre. Ça a commencé par une conférence que j'ai donnée dans la communauté de Hadat Shalom il y a à peu près 3 ans, et sur le même thème. Et une fois que la conférence a été finie, elle m'a demandé est-ce que je serais prêt de faire ce livre. Et hésitation. Pourquoi? C'est un sujet que j'ai traité pour plusieurs années, que j'ai enseigné en Israël et ailleurs. J'ai enseigné en Suède, en la République tchèque, en France. Dans plusieurs occasions, j'ai traité le sujet. Mais comme c'est un sujet assez compliqué, qui évoque des tensions, non seulement, et même pendant l'enseignement, des tensions entre judaïsme et christianisme, et même quelquefois entre les élèves qui écoutent le cours et que j'enseigne une conférence. Alors, j'ai toujours évité de faire un travail sérieux, un livre sur le thème. J'ai dit, il me suffit de le couvrir par l'enseignement, ce n'est pas la peine d'écrire. Mais à force d'être demandé, et même demandé avec exigence de côté de l'édition Albin Michel, j'ai dit, bon, peut-être il faut changer d'attitude. C'est quand même un sujet important, et non seulement pour l'Europe, mais pour le monde entier. L'islam est une religion très importante, et ses relations historiques avec le christianisme, avec le judaïsme, est aussi très importante. Donc, il faut
faire un effort de présenter les choses de manière le plus objective que je pouvais. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que le texte nous touche. Quand un juif ou un chrétien lit ce que l'islam, ce que le Coran parle, dit de judaïsme et des juifs, alors quelquefois on est content parce qu'il y a des dires qui sont très très positifs, mais d'un autre côté on trouve des versets très problématiques vis-à-vis le judaïsme, vis-à-vis les juifs, et ça crée des tensions. Et donc ça c'est par ça que de cette manière que j'explique pourquoi cette hésitation de faire les livres, mais finalement, après avoir fait l'effort, je suis content de l'avoir fait. Et puis, je suis aussi content des réactions que j'ai reçues. Il y avait énormément de réactions dans le média, dans les journaux, y compris par des musulmans. Et la chose qui m'a plu beaucoup, c'est le fait que même des musulmans savants qui ont écrit, ont dit, bon, c'est pas facile toujours de lire ce que M. Baracher a écrit, mais il a fait ça d'une manière honnête, en respectant les textes, en les commentant d'une manière respectable et sans une tendance d'être un propagandiste. Donc ça, je vois ça comme un compliment pour l'effort que j'ai fait. Alors justement, vous parlez beaucoup donc quand vous parlez des Juifs et le lien avec le Coran, on a beaucoup cette idée que cette civilisation de Juifs qui ont évolué en terre d'islam, et donc ces Juifs séfarades, et ça crée beaucoup de questionnements, d'interactions culturelles. Et c'est donc la thématique qu'on a choisie justement pour le programme L'Alliance estivale. En quoi, pour vous, cette thématique des judaïsmes séfarades, c'est une thématique qui peut être intéressante et importante de connaître et d'étudier? Et je pense que c'est très important de le connaître. Pourquoi? Parce que le judaïsme séfarade, la grande partie du judaïsme séfarade, a été évolué dans le pays de l'islam. Dans le pays de l'islam, malgré le fait que ces juifs dans le pays de l'islam ont vécu sous ce qu'on appelle la dhimitude, le statut légal des discriminations qu'ils ont vécu dans le pays de l'islam, et il y avait quand même durant l'histoire des moments très, très positifs dans les relations entre ces deux religions. Et je pense que l'étude et la recherche de l'histoire et de la civilisation de judaïsme séfarade à n'importe quelle période ne peut pas se faire d'une manière sérieuse et approfondie sans la connaissance et de l'islam, et tout particulièrement des relations entre ces deux religions et deux civilisations, qui étaient quelquefois symbiotiques, mais quelquefois très, très différentes. Justement, si je peux me permettre une question qui pose souvent problème à la fois aux juifs et aux musulmans, il est absolument évident qu'il y a eu des interactions qui ont existé entre ces deux civilisations, voire entre ces deux religions. C'est quelque chose que nous avons beaucoup de mal à admettre les uns et les autres, mais notamment en terre d'islam, le judaïsme a été influencé par son environnement, comme il l'a été en terre ashkénaze. Et est-ce que vous pouvez nous donner comme cela quelques exemples où vous sentez bien que la civilisation musulmane a influencé le judaïsme et les juifs qui ont vécu notamment en Afrique du Nord? Oui, et pas seulement en Afrique du Nord, mais aussi en pays d'islam en général. Disons, si on prend les grands penseurs et les grands penseurs du judaïsme qui ont vécu, qui ont fait leur activité intellectuelle dans la terre de l'islam. Prenons par exemple Yehuda Halevi, ou Salomon ibn Gabirol, ou Maïmonide, ou Saadia Gaon, et une liste très très longue des savants philosophes
homme de halakha, de jurisprudence, et homme de littérature, on ne peut pas comprendre d'une manière sérieuse et profonde leur contribution sans comprendre leur attachement à l'islam. Et par exemple, ils les disent eux-mêmes. Quand on lit le Guide des égarés, par exemple, on voit qu'il est plein des références aux sources arabes, et même quelquefois de manière générale, quelquefois avec des citations précises avec les noms des philosophes qu'il a lus, qu'il a commentés et qui étudié. Et on voit que les juifs, ces grands juifs, n'ont pas eu un problème de lire ces sources arabes, malgré le fait qu'ils étaient islamiques, et ils trouvaient les aspects qui étaient les aspects communs pour les deux cultures. On trouve, Maïmonide dit une phrase qui est impeccable, et qui est devenue un peu comme un proverbe. Il dit « Isma al-haq mimman qalahu » entend la vérité, n'importe et ne t'intéresse pas à celui qui l'a dit. Le fait qu'il y a une vérité, il faut l'étudier. Et la vérité peut être aussi étudiée par les musulmans. Donc, on ne peut pas, par exemple, quand on lit le Guide des égarés, on voit son traitement très long dans la première partie. Et cet effort immense qu'il fait de purifier la notion divine, la notion de Dieu qui est abstrait, qui n'est pas corps, qui n'est pas corporel, etc. On va comprendre cet effort sans la comparaison avec les efforts qui ont été faits par des savants musulmans de même manière. Il était influencé et de la langue, et du vocabulaire, et de la terminologie. Et donc, c'est pareil pour Yehuda Halevi dans son Sefer HaKuzari et pour les autres. Merci beaucoup, professeur Meir Baracher. Nous aurons le plaisir de vous entendre pour une conférence le 21 juillet, le mardi 21 juillet à 19h, où vous évoquerez donc votre livre « Les Juifs dans le Coran ». Merci encore d'avoir accepté notre proposition depuis Jérusalem. Et puis, Sandra, nous évoquons rapidement les prochains événements de l'Alliance estivale Judaïsme séfarade, avec dans 2 jours, le mardi 7 juillet, le livre de Martin Messica qui présentera son travail politique de l'accueil face à la migration juive du Maghreb en France et au Canada. Ensuite, ce jeudi 9 juillet, qui sera le jour du jeûne du 17 Tammuz, Michael Ben-Admon nous mènera une étude justement sur « Faut-il jeûner le 17 Tammuz ?» Le 14 juillet, bien que ce soit un jour férié, nous nous retrouvons avec Clémence Boulouk en direct de New York, Modernité séfarade, la pensée d'Elie Benamozeg. Le 21 juillet, justement, avec Meir Baracher, nous découvrirons le livre « Les Juifs dans le Coran ». Les jeudis 16 juillet et 23 juillet, avec le Rav Yitzhak Chouraki de Mimizrach Shemesh de Jérusalem, justice sociale dans la tradition rabbinique séfarade. Et enfin, mardi 28 juillet, avec Gabriela Bensour, nous étudierons les facettes ashkénazes et séfarades d'études de Mourir pour Dieu, comment les deux communautés réagissent face aux persécutions médiévales. Tous ces cours auront lieu en visioconférence, bien sûr, de 19h à 20h30. Et pour s'inscrire, il faut aller sur notre site ou à réservation@aiu.org. De même qu'il faut s'inscrire pour le cours d'Armand Abécassis demain sur son cours sur les Pirkei Avot avec le commentaire du Maharal de Prague. Merci beaucoup et à tout de suite après une courte page de publicité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission L'Alliance des Savoirs. Je suis toujours en compagnie d'Ariel Danan pour animer cette émission et nous sommes toujours en différé sur Zoom et nous enregistrons en avance. Aujourd'hui, pour cette deuxième partie d'émission, nous recevons Aline Borgel, directrice du groupe scolaire Alliance Rachi. Bonjour Aline. Bonjour. Alors, nous allons parler aujourd'hui, donc nous avons le plaisir de vous recevoir à la fin d'une période compliquée, complexe, et justement, vous allez nous raconter comment ça s'est passé dans les écoles de l'Alliance Rachi, dans le groupe scolaire,
cette période de confinement tout d'abord? Alors, effectivement, c'est une période très particulière que nous avons vécue tous ensemble. Le président de la République a annoncé le 12 mars que les écoles fermaient. C'était un jeudi soir. Le vendredi, on s'est tous réunis, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait et on a travaillé dimanche, 15 mars, je crois que je n'oublierai jamais ce dimanche, où on a décidé de mettre l'école à distance. On a créé des comptes Zoom pour toute l'équipe, tous les professeurs et nous avons repris l'école le mardi 17 mars à 8h30 selon nos emplois du temps, c'est-à-dire que tous les cours ont été assurés par nos professeurs en Zoom. Il y a eu évidemment des difficultés techniques, des difficultés parce que certains n'étaient pas formés. On a basculé tout le monde à distance d'une manière extrêmement réactive et vive. Les élèves nous ont suivis, ils étaient présents. Les parents ont suivi aussi puisqu'ils étaient partenaires, on va dire, de l'enseignement puisque présents devant leurs enfants et devant les Zooms. Ces emplois du temps ont été maintenus. Il y avait des réunions régulières. La vie scolaire appelait chaque jour les familles dont les parents ne s'étaient pas connectés. Cet emploi du temps a permis de garder une structure de l'école. Tout le monde était rassuré. On était chez nous confinés, mais l'école continuait. Aux primaires, même chose. Quelques jours après, ça a mis un petit peu plus de temps à se mettre en route, mais ils ont été aussi sur Zoom. En parallèle, des devoirs étaient donnés par les professeurs. On a utilisé notre plateforme École Directe par le logiciel d'Art Charlemagne pour mettre les devoirs en ligne. On a créé un espace numérique qui a permis de communiquer avec tous. Et je dois dire que finalement, je suis très très fière de mon équipe et je les remercie énormément. Professeurs, personnel, tout le monde a suivi et tout le monde a été remarquable. Les élèves ont pu avoir des cours de manière continue. Je les remercie encore une fois très chaudement. Puis, nous avons réouvert. Alors, quand le ministre l'a annoncé, effectivement, on a dû réouvrir le primaire le 14 mai. Donc, il y a eu beaucoup de questionnements. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'ouvrir parce que les Zooms fonctionnaient bien? Les parents étaient ravis, les cours continuaient. On a eu énormément si vous voulez, de retours très positifs. Les enfants se sont responsabilisés. Ils étaient partie prenante de leur enseignement parce que seuls chez eux, bien que les parents étaient là. Donc, on a posé la question, est-ce qu'on réouvre? Et on a réouvert le 14 mai pour l'école primaire avec toutes les mesures sanitaires nécessaires, c'est-à-dire qu'on a reçu seulement une partie des élèves, on était seulement entre 8 et 10 enfants par classe, les masques, les visières, le nettoyage régulier, lavage des mains. Nous avons formé nos élèves avant qu'ils reprennent par Zoom, par un médecin hygiéniste et un médecin qui était partenaire, on va dire, de cette réouverture, où on leur a expliqué comment se laver les mains. Alors, il y avait la petite chanson à chanter pour que ça dure 10 secondes, une souris verte, et voilà. Et puis, il y avait bien sûr la distanciation, donc les enfants rentraient un par un, donc on a dû réorganiser l'école. Cette ouverture a été délicate, mais elle a eu lieu et ça a rassuré beaucoup de personnes parce que finalement, ça marquait la fin d'une période trouble, d'une période anxiogène. On avait tous peur du virus et puis on est revenu. Et on a eu ensuite une deuxième rentrée pour le collège le 4 juin, toujours avec les mesures sanitaires, distanciation, nettoyage. Alors l'école était nettoyée toute la journée sur les poignées de porte, les dossiers de chaises, les tables, etc. Donc une réorganisation complète, on va dire. Et puis enfin, une troisième ouverture le 22 juin, où là, tous les Zooms se sont arrêtés. Parce qu'entre le 12 mai et le 22 juin, il faut savoir que les cours étaient dispensés à la fois en présentiel pour les élèves qui venaient et en distanciel pour ceux qui restaient chez eux, puisque certains parents n'ont pas voulu remettre les enfants. Tout le monde surtout. Il y avait, on va dire, une priorité aux enfants qui étaient en décrochage scolaire ou dont la famille avait nécessité de retourner travailler, le problème économique. Il y a beaucoup de parents qui ont subi cette période avec des contraintes économiques de fermeture. On a eu beaucoup de familles en grande difficulté et ça aussi, je voudrais les saluer pour le courage qu'ils ont eu. Et vraiment, voilà, on a fait avec. Alors, ça a été une période effectivement extrêmement complexe et on a suivi aussi ce qu'a fait l'Alliance Rachid sur les réseaux sociaux. On a vu combien il y a eu de projets qui ont été menés
avec les enfants, notamment pendant le confinement. On espère vraiment que tous les drames du Covid sont maintenant derrière nous. En tout cas, c'est ce que nous espérons de tout cœur. Qu'en avez-vous tiré sur les méthodes pédagogiques à appliquer et sur vos projets pour l'année prochaine, pour la rentrée à partir de septembre? Alors, effectivement, il y a eu une initiative pendant le confinement. On s'est aperçu en classe de 4e qu'il y avait 3 élèves qui ne se connectaient plus, qui étaient des élèves avec des aménagements 10, dyslexie ou autres. Et on a créé pendant le confinement une classe spécifique. C'est-à-dire que ces élèves-là ont été pris en charge par des professeurs qui ont été formés par un neuropsychiatre que j'ai contacté pendant le confinement, qui nous a aidés. Et finalement, on a pu aider ces élèves en créant une classe spécifique pour eux. Alors, au regard de cette expérience, les projets, c'est de continuer ça. L'année prochaine, on a deux projets principaux. Le premier, ça va être un cycle de conférences pour les parents qu'on a commencé avec Paul Perronnet en juin, mais qui va continuer des neurosciences et d'éducation avec ce neuropsychiatre qui nous a aidés pendant le confinement à raccrocher les élèves en difficulté. Il va y avoir aussi de la formation des enseignants, comment nourrir notre pédagogie des neurosciences, les mécanismes de la mémoire. Et le projet, mais on en reparlera, ça sera pour la rentrée 2021, c'est d'insérer une classe sereine dans l'établissement. Une classe pour les enfants à besoins spécifiques dans une logique d'inclusion scolaire. Et puis, le deuxième grand projet est un projet surtout pour les élèves, c'est d'utiliser le digital, puisque maintenant on a plongé dans le digital, si je puis dire. Il va y avoir des ateliers pour les enfants, les élèves du collège et du lycée, quelques ateliers aussi pour le primaire, à la formation à l'utilisation du digital, donner des éléments de compréhension du monde digital qui nous entoure, percevoir les opportunités qui s'offrent à nous, de la transformation digitale, réfléchir pourquoi on passe au digital, quel est l'intérêt, quels sont finalement les moyens de se renouveler avec le digital, puisque en mettant à distance, on a beaucoup plus d'opportunités. Et ce qu'on voudrait faire, c'est monter la start-up Rachi, évidemment, puisque ça serait formidable à partir de tous ces outils. Alors, votre établissement est situé dans le 17e arrondissement. Comment est-ce qu'on s'inscrit pour l'année prochaine? Alors, pour l'année prochaine, il suffit de téléphoner. Je vais donner le numéro de téléphone du standard de l'école. C'est le 01 70 08 75 10. Donc, un petit appel. Vous laissez vos coordonnées et on vous envoie un lien de préinscription. Ou bien vous envoyez un mail à secrétariat@alliancerachi en un seul mot.org et là vous nous envoyez un petit mail et on vous envoie le lien de préinscription puisqu'on passe par la plateforme évidemment digitale pour faire l'inscription. Bon, après on vous reçoit bien entendu en présentiel dans la mesure voilà, des mesures sanitaires, c'est-à-dire avec masque, gel, etc. Et donc, il est toujours temps pour des familles qui seraient intéressées de s'inscrire à l'Alliance Rachi. Il y a encore quelques places, en rappelant que vous avez évidemment de la maternelle jusqu'à la terminale. Exactement. Nous commençons à la maternelle, en petite section jusqu'à la terminale. Il y a encore quelques places, mais il faut se dépêcher. Certaines classes sont déjà complètes, mais voilà, pas toutes. Et puis surtout, on est très heureux d'accueillir de nouveaux élèves. Les inscriptions sont encore ouvertes, bien entendu. Merci beaucoup Aline Borgel. Vous êtes directrice de l'Alliance Rachi et donc je rappelle le numéro de téléphone, notamment pour les inscriptions, le 01 70 08 75 10 ou par email secrétariat@alliancerachi.org. Et de manière générale, Sandra, pour retrouver toutes nos informations pour nos programmes culturels et sur nos écoles, que faut-il faire ? Vous retrouvez toutes les informations sur notre site internet www.aiu.org, également sur notre page Facebook Alliance Israélite Universelle et par téléphone 01 53 32 88 55. 01 53 32 88 55. Merci beaucoup, bon dimanche et nous espérons très vite vous retrouver
pour nos activités du mois de juillet. Au revoir. L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle, présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïk FM.